bonjour, chers amis aficionados, amateurs de musique en tout genre. Voilà une petite vidéo à l'arrache et pour le coup, je le pense sincèrement, c'est vraiment... j'ai fait une liste, j'ai essayé de préparer mon coup, mais bon, vous allez voir, c'est pas très savant tout ça, et puis malheureusement, euh, ça fait quelque temps qu'il y a des gens qui me demandent de faire une vidéo sur le punk, le post-punk australien. Donc j'ai fait une petite liste de disques. Je sais pas si c'est foncièrement très intéressant. Bah, je vous le vends très bien, hein, c'est génial. Alors, comme préface, je dirais que bon, bah, ça fait 20 ans que j'habite ici à Melbourne, vous le savez, si vous regardez cette chaîne. Donc j'ai un accès plutôt privilégié à la scène, à cette scène punk, post-punk australienne, pour laquelle je me suis pris d'affection très tôt. Je suis arrivé en Australie en 2003. Et juste après, enfin en 2003, bah, ces années-là, sont sorties ces deux compilations. La première qui est celle-ci, Tales from the Australian Underground, 1976-1989. Donc là, j'ai découvert bah, tous ces groupes-là, en fait. Tous ces groupes, j'ai découvert Radio Birdman, machin, The Saints, Lipstick Killers, Laughing Clans, tout ça. Et puis la deuxième partie de la compilation est sortie un peu plus tard, enfin je crois en 2005, je crois, 2004-2005. Avec encore, donc en découvrant ces compilations, j'ai découvert une pléthore d'artistes. Alors j'ai eu plein de disques de punk, post-punk australien, même de pop psychédélique des années 80, de trucs comme euh, les Stems, les Lime Spiders, des groupes comme ça qui... Et puis, je dois dire que j'ai plus tous ces disques parce que j'ai 5000 disques et puis j'ai pas la place de tout mettre. Donc il y a des disques que j'avais, que j'ai vendus. Alors si vous êtes l'expert dans les commentaires et que vous me dites pourquoi t'as pas montré ci, pourquoi t'as pas montré ça, ben voilà pourquoi. Parce que je les ai plus. En fait, j'en ai eu plein de disques de ces groupes-là, mais j'en ai gardé, j'ai gardé ceux que j'aime vraiment. Puis puisque je parle de compilation, je vous recommande aussi très fortement cette compilation Closed Circuits Australian Alternative Electronic Music. Donc alors là, on n'est plus dans le même domaine exactement, dans le domaine plutôt de pop synthétique, de minimal wave, de groupes qui ont utilisé plutôt des boîtes à rythme et des synthés plutôt que d'utiliser des guitares. Mais bon, quand même, ça fait partie de la même mouvance, hein, on est bien d'accord. Et puis aussi, une troisième compilation que j'ai là, je ne veux pas vous sortir des compilations non plus à tire-larigot, parce que bon, j'ai pas que ça à faire. Mais ça, c'est une compilation d'anthologie, hein, pour le coup, Lethal Weapons. Donc c'était le label Suicide Records, qui était un label local, qui a en l'occurrence sorti Boys Next Door, le premier groupe de Nick Cave, Teenage Radio Stars, et puis d'autres groupes qui sont évidemment beaucoup plus sous le radar. Donc ayant dit ça, je vais peut-être commencer ce petit tour d'horizon. Puis évidemment, bon, comme chacun sait, on va dire les deux groupes qui quand même sont vraiment au sommet voilà, de l'arbre généalogique du punk australien. Bah, le premier, c'est quand même The Saints. Tout le monde connaît The Saints. Alors, un peu honteusement, j'ai un album des Saints, le fameux I'm Stranded, qui est l'album de référence, celui qui a fait un peu... apparemment, j'ai lu, mais même plusieurs fois, que les Sex Pistols ont eu vent du fait que les Saints allaient sortir I'm Stranded, et ça les a fait avancer la sortie de leur premier album. Alors, je ne sais pas si c'est un mythe ou si c'est vrai. J'aime y croire quand même parce que, bon, un peu de fierté, hein. Moi je suis australien aussi, donc je suis français mais je suis australien. Donc voilà, on ne peut pas s'empêcher. Donc c'est un peu de patriotisme gratuit là, mais bon, allez, soyons fous. Donc le premier album de Saints, il est absolument essentiel et excellent avec I'm Stranded, Wild About You, Kissing Cousins, qui est un... Ouais, bon, ouais, vous comprenez on comprend bien le sujet là. Il y a un peu de relations incestueuses là.
Et puis, bien sûr, Erotic Neurotic. Mais, comme je dis, pourquoi j'ai dit honteusement? Parce que, en fait, le seul truc des Saints que j'écoute vraiment, c'est ça. Un best-of. C'est vraiment la honte. Le mec, il habite en Australie depuis 20 ans, il a qu'un best. Non, mais c'est-à-dire que j'aurais pu les acheter, ces albums, mais bon, c'est pas de la musique que j'écoute tous les jours. Moi, je vais franchement vous dire, les titres qui sont là-dessus me suffisent, mais plus que largement. Alors bon, il y a I'm Stranded, évidemment. This Perfect Day, la classe absolue. Pour moi, ça, c'est des... Mais ma chanson préférée des Saints, moi, je pense que quand même, c'est Know Your Product, la troisième chanson avec ce riff de saxophone imparable. C'est un truc de ouf. Donc les Saints, Chris Bailey, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Ed Cooper, dont je vais reparler dans quelques minutes, fondateur des Laughing Clowns, et puis des Aints, et plein d'autres trucs. Donc les Saints. Et également, au sommet de la pile, ouais, on a aussi Radio Birdman. Et encore une fois, je vais pas dire un peu honteusement, mais c'est le seul truc de Radio Birdman que j'ai dans ma collection. Radio is a PS, c'est le grand classique. Bon, ben Radio Birdman, c'était vraiment un groupe qui avait été influencé à 100% par l'esthétique Iggy Pop et les Stooges, hein. Enfin, c'est vraiment le rock garage made in Detroit, mais à 120%, avec ce son qui est voilà, crado, un peu, voilà, qui sort vraiment du punk américain en fait, plutôt que plus qu'autre chose. Alors que les Saints, ça sort plutôt, il y a plutôt ce côté anglophile dans les Saints que dans la musique de Radio. Je ne vais pas en parler pendant 50 ans, vous connaissez. Bon, ben voilà, un autre grand classique de la scène, hein, le tout premier album de Nick Cave en fait, de ce qui va devenir The Birthday Party, The Boys Next Door, avec l'album Dodo de 1978, 79, 79, avec ce grand line-up avec Nick Cave, Mick Harvey qui ensuite continuera avec lui dans Nick Cave and the Bad Seeds, et puis surtout le grand Ron S. Howard qui malheureusement nous a quittés je sais pas moi, en 2010, par là, 2009, 2010. C'était vraiment triste, hein, parce que c'est vraiment un super guitariste qui a fait des disques solo incroyables. Je vais en parler plus tard. Mais ça, c'est un album qui a un côté post-punk, gothique, très marqué. Espèce de précurseur de ce qui allait venir plus tard. Parce qu'en fait, quand, euh, quand The Boys Next Door s'est transformé en fait en The Birthday Party, par exemple avec des albums comme cet album-là, comme Junkyard, qui est un classique absolu, quoi. C'est devenu plus sauvage, quoi. Évidemment, quand on écoute The Night Watchman ou bien Dive Position, c'est très... c'est quasiment de la pop, quoi. Alors que là, on n'est plus du tout dans ce niveau-là. On est dans du garage sauvage, avec qui est complètement déjanté. On voit qu'il a été inspiré beaucoup par des trucs comme Captain Beefheart ou même, je dirais, peut-être... j'entends d'autres choses, comme des contemporains, comme Suicide, ou on parlait des Stooges avant, mais je pense qu'il y a aussi de ça là-dedans. On est dans un univers qui est complètement... voilà, donc c'était un fabuleux album. Et j'irais dire tout aussi bien, et puis peut-être même à certains égards encore plus réussi. Donc ça, c'est un album je crois 80 ou 81, je ne sais plus. Vous avez qu'à regarder. Mais Praise on Fire, que j'ai en CD depuis des années. D'ailleurs, c'est marrant parce que hier j'étais en ville, j'étais en train de faire un gig dans un de mes magasins préférés et j'en ai vu une copie originale pour un prix assez raisonnable. J'aurais pu la prendre, hein, mais je vais garder mon CD parce que je l'écoute pas des masses. Mais alors, c'est un super album aussi. Là, il y a une esthétique vraiment bifartienne, moi je trouve, à cette musique. Zoo Music Girl, Nick the Stripper. Enfin, c'est vraiment un album tonitruant. Il y a de la rage, une rage absolue, c'est du punk, hein. Ça, c'est vraiment du punk. Et puis, pendant que je suis là, j'ai aussi Hee Haw, qui est une espèce de compilation de singles qui sont sortis tout au début de la carrière
de Radio Birdman. Effectivement, comment ne pas aussi mentionner, j'ai, j'ai tellement Nick Cave, mais les premiers albums, alors vraiment, on est vraiment dans le côté punk bien noir, bien gothique, hein, avec The First Born is Dead, et puis aussi, enfin, vraiment ses premiers albums, euh, From Her to Eternity, qui sont que j'ai depuis des années, mais je les joue vraiment très rarement, il faudrait que je les sorte plus souvent, de 1984, avec cette fameuse reprise de Avalanche de Leonard Cohen. Mais en fait, tout ça, c'est rentre dans une cohérence qui est assez évidente, hein, parce que la musique de Leonard Cohen, c'est très très gothique, c'est un côté très gothique en lui-même. Donc que Nick Cave en Australie reprenne ça, c'est pas du tout surprenant. On a encore, bien sûr, là on a l'introduction de ce groupe fabuleux avec Mika Harvey, Blixa Bargeld, qui allait ensuite former Einstürzende Neubauten, et Barry Adamson, grand bassiste, absolument, enfin voilà, qui a fait des disques ensuite de library music, enfin, qui sont incroyables. Donc ces disques-là, je vais dire que je les sors pas souvent, mais j'ai plein. Je pourrais vous montrer l'intégralité des disques de Nick Cave de cette période-là, hein. Mais je vais pas vous saouler avec ça. Euh, Par exemple aussi, enfin, beaucoup plus tard, pour moi, un de mes favoris, bah, c'est quand même ce disque-là, je l'avais, mais là, on n'est plus du tout dans le punk, hein. On est vraiment dans une espèce de pop musique avec un côté très, voilà, assez rageux quand même, mais c'est de la pop quand même. Ok. Par contre, j'aimerais bien insister 5 minutes sur le grand, euh, et puis c'est dommage qu'il nous ait quittés, le grand Roland S. Howard. Il avait formé ce groupe, des Immortal Souls, dans les années, je pense, 90, 92, ouais. Ça, c'est leur deuxième album, je crois. Donc là, on est vraiment dans un côté qui met l'accent plutôt sur le garage rock, en fait, hein, on va dire. Mais avec un côté assez, encore une fois, très très gothique, super gothique. Je vous conseille les deux premiers albums des Immortal Souls parce que c'est vraiment sublime comme musique, c'est vraiment cinématique. Enfin, je trouve que c'est une ambiance très très cinématique. Ce qu'on pourrait aussi dire je vais remettre ça plus tard dans la pochette, de ces disques solo qui sont absolument magnifiques. Teenage Snuff Film. Et j'ai l'autre aussi, le, le dernier qu'il a fait. Je sais pas pourquoi je l'ai pas là devant moi. Bon, il est rangé. Je l'avais acheté à sa sortie, et puis il est mort très peu de temps après, malheureusement. Mais ça, c'était des trucs qui étaient hyper durs à trouver, même en Australie, quoi, ces disques-là. Teenage Snuff Film, donc ça, c'est un disque qui est sorti en 95, il me semble, un petit peu plus tard que celui que je vous ai montré avant. Et qui est juste. Voilà, je vous conseille d'écouter cette chanson Autoluminescent, la troisième dernière chanson qui vous dit tout sur l'œuvre de Roland S. Howard, parce que c'était tellement un grand guitariste, une voix cristalline, lumineuse, euh, et puis cette façon d'arranger des chansons. C'est un peu désinvolte la musique de Roland S. Howard, mais on se rend compte très vite que en fait tout tient debout. Je vais revenir au punk de l'époque avec quelques disques qui sont plus ou moins significatifs. Voilà, un disque de punk de Melbourne de la fin des années 70, hein, je crois qu'ils étaient basés à Saint Kilda, qui est un quartier de Melbourne, enfin, au bord de la mer, quoi. X, le groupe s'appelle X, c'était ça, c'est leur premier album, Aspirations. Bon, moi, franchement, la musique de X, ça me laisse un peu. Ça me fait ni chaud ni froid, on va dire, parce que c'est un peu du punk euh, à la sauce anglaise, dans une espèce de formule un petit peu hardcore, parfois, mais c'est très. Ça me rappelle beaucoup les Sex Pistols. Ça me rappelle une beaucoup moins bien version beaucoup moins bonne version par exemple, Steve Littlefingers, qui, je pense que, par exemple, si vous voulez écouter de la musique comme ça, écoutez euh,
le premier album de Steve Littlefingers, puisque ça représente mieux. Mais bon, après, si vous êtes dans le punk australien, vous voulez écouter des trucs qui sont un peu. Voilà, ça c'est bien. Stone Criminals, qui est plutôt comme Wire. Ça me rappelle beaucoup Wire comme groupe. C'est vraiment du punk, de l'art punk. Ils étaient de Sydney. Et ça, c'est une espèce de compile que j'avais chopé pour 2 $ dans un bargain bin. Enfin, un truc enfin, le disque que personne ne veut, quoi. J'avais trouvé ça à 2 balles, quoi. Et c'est pas un truc que je vais écouter très souvent, mais bon. Pour le coup, je l'ai ressorti, puis je l'ai écouté, puis bon. Je me suis dit, voilà, c'est bien, c'est sympathique, mais ce sont pas des disques qui forcément vont me faire, voilà. Mais bon, bref. Ensuite, un groupe super important, je parlais de Ed Cooper, le guitariste des, euh, des Saints, groupe de Brisbane. Donc, il a formé ensuite un groupe qui s'appelle. Il a formé 2 groupes, des Haynes et puis de Laughing Clowns. Moi, je trouve que le Laughing Clowns, c'est vraiment pour moi la quintessence du post-punk australien. Moi j'adore, j'ai plein de leurs albums. Donc, ça, c'est peut-être leur album studio que moi je préfère. Bon, ils en ont sorti 3 ou 4 qui sont très très bien. Ils ont aussi sorti des singles. C'est ça qui est bien avec le Laughing Clowns, c'est qu'il y a des EP où il y a pas du tout les chansons qu'on retrouve sur les albums. Ça date de 84 ou 85. Voilà, Ed Cooper au milieu. Voilà, là, guitariste allemand, émigré enfin, en Australie, qui a atterri à Brisbane. Et puis bon, qui a rencontré Chris Bailey, qui a formé les Saints. Et ensuite est passé. Donc là, on est dans un côté plutôt no wave. On a une influence très très. Très très New York, mais aussi un côté sophistiqué, très européen, du sax qui domine là-dessus. C'est du jazz punk en fait. C'est de la musique punk avec un côté très jazzy. Ça me rappelle beaucoup des trucs comme James White and the Contortions par exemple. Aussi une compile des premiers trucs ça c'est génialissime. Hein. On parle de compilation, mais ça c'est superbe. Il y a des morceaux qui sortent de leur EP qui sont génialissimes. Bon, je passe parce que sinon je vais passer 3 ans là-dessus. Euh, alors un autre groupe hyper sous le radar de punk australien, les Sacred Cowboys. Donc ça c'est sorti en 83, ouais c'est ça. C'est leur premier album. En fait c'est une version condensée de leur premier album. On appelle ça un mini-album, mini-LP, mais enfin bon, il y a 6 chansons. Dont la chanson qui commence ce truc qui s'appelle Nothing Grows in Texas, qui est vraiment un classique. Encore une fois, moi je trouve qu'il y a une énergie un peu bifartienne là-dessus, un peu, voilà, un peu déjantée, avec cette ligne de basse au début qui est complètement folle, et puis ce piano qui s'envole. Et puis il y a une reprise de Bangkok de Alex Chilton, le leader de Big Star. Donc ça vous donne un peu une idée du monde dans lequel ils évoluent. C'est un peu pop, c'est un peu du punk. C'était des mecs de Sydney, il me semble, hein, les Sacred Cowboys, je sais plus. Un groupe de Melbourne qui est génialissime, The Moodists. Alors ça, c'est un groupe voilà, dont on parle très peu, mais pourtant, hein, c'est avec le grand Mick Turner qui allait devenir le guitariste des Dirty Three, et puis Dave Graney, le chanteur, qui est un type qui a formé pas mal de groupes, dont The Coral Snakes par exemple, et puis qui fait des trucs solo. Il habite pas très loin d'ici, je le vois dans le train de temps en temps. Il a une petite moustache, on dirait Rudolph Valentino. Maintenant il est habillé comme il habitait à Berlin dans les années 20. Il a toujours un costard et un chapeau. Je l'ai vu plein de fois à des concerts et tout. Je crois que Claire Moore, qui est la batteuse de ce groupe, je crois que c'est elle. Enfin, je crois qu'ils sont mariés, il me semble, parce que je sais que sa femme est musicienne, mais bon, peut-être que je raconte n'importe quoi. Alors ça, c'est un groupe, un album pour le coup qui date de 84, qui est un groupe de post-punk, garage rock, très 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 vif. C'était vraiment un très très bel album. Je peux que vous recommander ça. Et puis il y a une chanson qui s'appelle Thirsty's Calling, la chanson, l'avant-dernière chanson que je vous recommande d'écouter, qui est super, qui est géniale.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Alors, un groupe de Minimal Wave pour le coup. Ça, c'est un groupe de Melbourne, les Metronomes. Encore une fois, ça, c'est vraiment de la musique avec des synthés, du saxo. Enfin, c'est de la musique assez déjantée, assez no wave, encore une fois. Dont la grande Karen Marx a fait partie. Karen Marx avec son mini hit Cold Café. Enfin, si vous connaissez le post-punk australien, ça va vous parler tout de suite. Là, j'ai quelques singles devant moi de trucs assez cool. Bah voilà, je vais pas en parler. Alors, j'ai déjà parlé de Die Pretty, mais ces deux premiers singles. Enfin, ça, je crois que c'est leur premier single, tout premier single. Mirror Blues. Ça, c'est vraiment du garage rock de très haute voltige. C'est superbe. Donc, ils étaient de Perth avec le chanteur Ron Pino. Et puis à la guitare, c'était Brett Miles. Ah oui, ouais, c'est super groupe. Ça date de 82 ou je sais pas quoi. Et ce single-là, qui est absolument. C'est une tuerie absolue. Winterland, avec sa pochette, c'est magnifique. Je veux dire, ça, c'est magnifique, quoi. C'est des disques. On peut se perdre dedans, quoi. C'est du punk avec un côté un peu psychédélique. Euh, voilà. Voilà un disque assez déjanté aussi. Kim Salmon, qui était le chanteur des Scientists, avec une de ses chansons les plus délirantes, les plus azimutées, Lightning Scary. Je vous recommande sur le grand label Red Eye Records de Sydney. Donc, Kim Salmon, je crois ils sont de Melbourne, hein, il me semble, hein. Mais ça, ce single-là, il est fou, quoi. Encore une fois, il y a une énergie complètement dadaesque là-dessus. C'est un single de l'époque avec une pochette et puis une esthétique absolument incroyable. The Screaming Tribesmen. Eux, ils étaient de Sydney. Ouais, c'est ça. De Sydney, il me semble, ouais. Donc cette chanson-là, A Stand Alone, elle est vraiment... Enfin, c'est vraiment du punk de haute voltige, hein, avec un côté assez power pop là-dedans aussi qui rentre. C'était un trio, ouais. Je dis n'importe quoi. Je sais pas ce que vous allez retenir de tout ça parce que c'est vraiment. Et puis voilà. Des groupes comme The Exploding White Mice ou The Serious Young Insects qui est plutôt dans l'indie pop, enfin début de l'indie pop. Ça, ce sont des groupes d'Adelaide, il me semble, les deux. Voilà. Donc, ensuite, on va passer à un côté plus, on va dire. Ah, bah pendant que je suis là, aussi, il faut que je parle de ce disque que je trouve fabuleux. Bah, j'en ai déjà parlé, quoi. The Hunters and Collectors. Donc, ça, c'est leur premier album. Ça, c'est vraiment la version industrielle punk australienne. Groupe de Mark Seymour qui, euh, qui a produit ensuite, plus tard, des disques avec Connie Plank. Enfin, on voit qu'ils étaient quand même à l'avant-garde, quand même. Ça, c'est très très indus. Ça me fait penser un peu aux Talking Heads. Et si les Talking Heads avaient monté un groupe avec voilà, Throbbing Gristle, enfin, s'ils faisaient un groupe ensemble, on aurait une espèce d'hybride de ça, quoi. Il y a un côté super industriel sur ce disque. Il est assez facilement trouvable, mais il est superbe. Donc, la New Wave. De la New Wave. Pourquoi pas parler de New Wave? The Numbers. Ça, c'est un groupe de Sydney qui est vraiment le Blondie australien. Ni plus ni moins. Donc, ils étaient de Sydney. Ça, c'est de la power pop, du punk power pop, avec des chansons comme Five Letter Word, qui était leur single à l'époque. The Modern Song. Voilà, c'est vraiment l'esthétique Blondie, New York Dolls, euh, que dis-je, voilà. Ça, bon, un groupe que tout le monde connaît, mais avec un disque forcément qui n'est pas forcément discuté. Midnight Oil, bah ça c'est de la New Wave évidemment. Red Cells in the Sunset, moi je trouve que c'est un disque excellent. J'ai pas beaucoup de trucs de Midnight Oil parce que vraiment pour moi c'est surjoué quoi, mais ce disque-là,
avec son paysage apocalyptique de Sydney, là, comme si Sydney avait été devenue voilà, une ville fantôme après l'explosion atomique. On voit toujours le pont, là. Je trouve que c'est génialissime. Ça, c'est, pour le coup, je pense que c'est vraiment leur meilleur album, ou presque leur meilleur album. J'ai sorti aussi ce super disque qui est un peu sous le radar aussi, du groupe Flowers. Alors, on va me dire non, c'est Ice Earth. Ben, je dis non, fermez vos gueules, c'est Flowers. Le premier disque de ce groupe, c'était sous le nom Flowers, et l'album s'appelait Ice Earth. Plus tard, ils ont décidé de se renommer Ice Earth. Voilà. Et puis, voilà, c'est comme ça. Si vous ne me croyez pas, c'est pas grave. Je crois même que c'est marqué là. euh, Qu'est-ce qui est marqué? Euh, Voilà. Voilà, première chanson. Ça s'appelle Ice House. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le title track, la chanson titre. Voilà. Euh, alors ça, c'est vraiment, voilà, c'est du post-punk, new wave, avec ce côté un peu Japan, quoi. Moi, je trouve que c'est très proche de cette palette sonore, quoi, je pense. Ensuite, il y a un groupe qui est plutôt dans le néo-psychédélisme, les Hoodoo Gurus, voilà, de Sydney, avec son duo de guitare, Dave Faulkner et puis Brad Shepard. Voilà. Euh, donc, si vous avez jamais entendu Let's All Turn On ou I Want You Back, ça c'est vraiment génial. Ils étaient vraiment très influencés par le garage, enfin c'est plutôt du garage rock, hein, plutôt qu'autre chose, on va dire, hein. Puis je parlais des New York Dolls, mais là on est carrément dans ce son-là. Euh, et puis, ah bah, je voulais vous parler de cet album-là avant, mais il était vraiment dans la pile. Ah bah ouais, il était là. Ça c'est un album génial. Ron S. Howard. Donc on va continuer très vite et on va parler de trucs qui sont un peu plus modernes, je pense. Comme ça, on finira comme ça. Alors, des groupes plus modernes. Euh, J'avais même sorti ce disque de Ed Cooper solo qui est super, son premier disque, mais bon, je vais pas en parler. Donc, euh, maintenant, si on vient à cette époque-ci, on a des groupes qui, en fait, reprennent ces codes-là, cette esthétique-là, ce son-là. Je vous parlais par exemple d'un groupe qui s'appelle Eddie Current Suppression Ring. Alors ça, c'est vraiment moi, j'adore. J'adore. C'est ce côté wire, television, un peu ce côté branleur qui sait pas vraiment jouer de la musique, mais qui fait des disques qui sont très très cohérents. J'ai un pote qui peut pas écouter ça parce qu'il dit que la batterie elle est toujours hors temps. Mais bon, moi j'y crois pas, hein. Je pense que c'est hyper bien joué. Donc Eddie Current, c'est un quatuor. Donc ils ont sorti 4-5 disques. Ça, c'est leur deuxième disque. Leur premier disque, qui est là, que j'ai en CD là à mes pieds, est aussi génialissime. Avec, par exemple, Get Up Morning. euh, euh, c'est quoi qu'il y a comme sur cette chanson? Picture Tent, voilà. It's All Square. Alors ça, c'est vraiment une révolution à l'époque, quoi. Eddie Current. Après ils ont arrêté pendant un moment, ils ont repris. Mais c'est un groupe génial, quoi. C'est génialissime. Donc ça s'appelle Primary Colors. Il est sorti en plusieurs couleurs, en rouge, en bleu, en jaune. Moi, j'ai la version rouge. Moi, je crois que c'est, c'est essentiel. Ok? Ça date des années 2007, 2006, 2007. À la même époque, on avait aussi un autre groupe qui est apparu, qui pour moi est un groupe de garage punk incroyable, c'est les Drones. Donc j'ai plusieurs de leurs albums. Ça, je vous recommande. euh, Enfin voilà, vivement comme je dis d'habitude, AC Seaweed. Ça date de donc c'est un groupe qui est mené par un type qui s'appelle Gavus Lydiard. Et moi je trouve qu'il a une voix incroyable, reconnaissable entre mille.
Euh, et puis le jeu de base de Fiona Kitchen est aussi c'est un élément qui vraiment définit leur son. Alors Assisi Witch, je pense que c'est de 2007-2008, je sais plus, j'ai oublié, mais bon. Après, en même temps, je suis pas là pour vous dire tout ce qu'il faut faire, hein. Vous pouvez chercher des trucs vous-même. Et cet album qui s'appelle Wait long by the river and the bodies of your of your enemies will float by, qui est aussi un truc vraiment de l'époque 2005, voilà, 2005, donc ça doit être 2007-2008, superbe. Et l'album solo de Gareth Lydiard, il est incroyable. C'est un des meilleurs albums de singer-songwriter que je connaisse. Il est vraiment incroyable. Bien plus tard, ils ont sorti ce disque qui est merveilleux aussi, qui s'appelle, pour le coup, Feeling Kind of Free. Je sais pas si ça va. Non, c'est trop. Donc, Feeling Kind of Free, voilà, c'est marqué là. Ça, c'est les drones. Et ça poursuit le son. Ça a un côté très. Voilà, ils sont vénères, quoi. Là-dessus, c'est vraiment un disque vénère. Je dirais vraiment rien C'est parce que je parle de trop de disques, en fait, en même temps. Mais bon, après, vous vous débrouillerez. Après, de la même époque, un album que j'ai beaucoup aimé, enfin, un single que j'ai beaucoup aimé, c'est ce groupe, Witch Hats. One the Little Horse, qui me rappelle une espèce d'esthétique Gang of Four, Wire, complètement aussi vénère, assez déjanté. Et puis vous voyez par la couverture des mecs qui écrivent en sang au mur, on comprend très bien que voilà. Mais moi je trouve que c'est génial. C'était sorti ça en 2006, ça nous rajeunit pas. Un duo à la White Stripes, mais de deux gonzesses, Super Wild Horses, qui est sorti très très peu de choses en fait. Ça c'est de 2008. C'est un single qui est maintenant. Je pense que ça doit être assez difficile à trouver maintenant parce que c'est sorti en tellement peu de copies. Et je suis content de l'avoir acheté à l'époque, 2008. Donc c'est deux gonzesses qui se. Une à la guitare, une à la batterie, voilà, qui prennent ce côté. Mais c'est pas du tout White Stripes, hein, c'est White Stripes, mais punk, quoi. Enfin, encore une fois, vénère. Voilà, je vais finir, j'ai encore un ou deux disques et puis c'est fini. Voilà, un super disque aussi de UV Race. Donc ça, c'est un. Est-ce que je l'ai à l'envers? Non, il est à l'envers, voilà. Il est comme ça. Pas comme ça, il est comme ça. De UV Race, donc c'était un groupe de Melbourne. D'ailleurs, quand j'avais acheté ce disque, côté très amusant, le chanteur m'avait laissé une note entière dans le disque. Parce il était au magasin de disques quand j'ai acheté le disque et puis il m'a écrit une belle note sur le truc. Ce qui était cool. Enfin, j'avais commandé le disque dans un magasin et lui, il était là dans le magasin pendant que les mecs ils étaient en train d'emballer le disque pour moi. Donc il m'a écrit, il a pris le temps de m'écrire une belle petite note pour me remercier. Voilà, Marcus, le chanteur de. Voilà, lui. Chanteur de UV Race. Alors UV Race, pareil, c'est du punk complètement déjanté, assez frénétique, assez, encore une fois, assez vénère, hein. On est encore dans le même univers. Et puis on va finir peut-être avec ce disque-là, parce que là, je suis complètement incohérent à la fin de cette vidéo, mais bon. Voilà, un disque que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Oz Mutant, évidemment c'était un jeu de mots sur le groupe brésilien Oz Mutantes. Ils sont de Geelong, qui est une grande ville pas loin de Melbourne. Et ils sont un peu comme Suicide, c'est du clavier un peu pourri avec des chants assez nasillards. Les mecs sont. Voilà, c'est vraiment du DIY à l'état pur. Et je crois que c'est tout ce que j'avais sorti. Bon, et ben bonne chance.